Nous vivons aujourd'hui l'épidémie de coronavirus, mais en matière d'épidémie, le Val de Dromans n'a connu de terriblement dévastatrices au cours de son histoire. La première, celle de la pébrine qui touche, à partir de 1851 et jusqu'à la fin du siècle, les élevages de vers à soie, a un impact terrible en raison de l'importance de la production de cocons dans les revenus de fermes bien modestes. Toutes les fermes avaient des magnaneries. Nous, donc, tous les deux greniers qu'on peut voir au levant de la maison, ce sont des anciennes magnaneries. Donc, il y avait la cheminée, il y avait... C'est ça. Et même, ils embauchaient des personnes pour faire les feuilles. Oui, parce qu'à la fin, c'était... importante. Voilà, à la fin, il fallait un volume incroyable de feuilles, quoi. Ah oui, c'était énorme. Oui. Malheureusement, l'épidémie va faciliter la concurrence asiatique du fait de la percée au même moment du canal de Suez. Elle facilite l'importation de soie asiatique. C'était des bâtiments à vocation industrielle, avec l'élevage des cocons. Par exemple, il y avait chaque étage, il y avait 400 mètres carrés pour les vers à soie. De magnanerie. Alors, il faut s'imaginer le nombre de mûriers. Parce que ça ne mangeait pas de l'air pur, ça mangeait de la feuille. Quand il fallait y aller. Il fallait cueillir la feuille, etc., etc. Et quand les bâtiments ont été finis, il y a eu des problèmes avec la Chine, qui est devenue un concurrent. Si bien qu'ils ont servi peut-être une année ou deux, et ça a été fini. Et ils avaient les bâtiments sur le dos. J'en ai vu les vers à soie. Chez moi, chez mes parents, on n'en faisait pas des grosses quantités. C'était pour faire un petit peu plus d'argent que la ferme. Et on en faisait, on avait une grande pièce qui n'était pas pour les vers à soie, on en faisait même une chambre. Mais on enlevait le lit et on mettait les vers à soie. Et alors donc, j'imagine que vous étiez obligé d'aller ramasser des feuilles. Oui. Vous l'avez fait? Oui. Ramasser de la feuille pour les vers à soie avec un chérier, comme on disait, un battoir. C'est quoi un chérier? C'est un, comment dire, c'est un grand machin en toile, un grand carré de toile qu'on y met dedans et qu'on attache. On les débourrait, on disait. On avait un machin qui enlevait la première bourre. On les mettait dans des grands sacs et on les vendait. Et à Beaufort, je ne sais plus qui c'est qui était courtier en vers à soie. J'avais 11 ans. Mais j'allais quand même aider à enlever la feuille mangée et puis remettre de la bonne feuille, nettoyer les crottes. Et puis je crois qu'il fallait que la température de la pièce... on avait le thermomètre, il fallait la température, vraiment, je ne sais plus, mais c'était à 20 je crois. Je crois que c'était à 20, il ne fallait pas que ça dépasse, ni que ça baisse, parce que, aussi bien, il est arrivé une fois, ils ont pris une maladie ou je ne sais trop quoi, ou alors un coup de chaud ou un coup de froid. À ce moment-là, ils deviennent tout brillants et ça tombe tout, c'est une horreur.
Mais il ne suffisait pas que les vers à soie soient malades. Dans le monde entier, à partir de 1871, les vignes vont être terriblement frappées, d'abord par l'oïdium, puis surtout par le phylloxéra, qui va ruiner l'essentiel des plantations. Or là encore, l'argent apporté par la vente de petits vins sans prétention est bien nécessaire aux familles paysannes. Il y avait la vigne partout, notamment avant le phylloxéra, je ne connais pas bien les endroits où il y avait chaque ferme, mais il y avait beaucoup de fermes, donc malgré que ce soit des petites vignes, ça faisait quand même beaucoup de vignes. Je pense que tout le monde en vendait un petit peu quand même. Très peu, mais en vendait un petit peu, quoi. Mais après le phylloxéra, donc ici à Sud, les terres étaient quand même assez difficiles. Le vignoble ne s'est pas vraiment bien renouvelé. Et c'est un drame, enfin, parce que... ça a été un drame énorme, surtout pour les buveurs. Hein. Donc, mon grand-oncle me racontait qu'ils avaient même fait importer des raisins de Corinthe pour les tremper dans l'eau. Et même ceux qui le vin manquait le plus, ils avaient arrivé à faire tremper des sarmentes, paraît-il, dans l'eau pour essayer de donner du goût. Il y a tous les petits cabanons qui sont arrivés avec la vigne, et en particulier avec l'époque du phylloxéra. Là où on voit bien que ce sont des cabanons qui étaient pour la vigne, c'est qu'ils avaient pratiquement tous, et il y en a encore certains qui sont intacts, un petit bassin dans lequel ils faisaient la bouillie bordelaise. Et c'est un bassin dont les parois sont complètement bleues. Dans mon enfance, j'ai passé beaucoup de temps au Beaujolais, et là-bas aussi, ils en parlaient énormément. J'en ai aussi beaucoup entendu parler du phylloxéra sur tout le sud du Languedoc. Là. Et visiblement, ça fait des ravages considérables dans toutes les vignes. Enfin, bien sûr, à la fin de la guerre de 14, dans une population affaiblie par les privations de ce terrible conflit, la grippe espagnole va tuer au total 100 millions de personnes, dont 400 000 en France. Une première vague a lieu au printemps 1918. La pire se déroule à l'automne de cette même année et une dernière se manifeste au printemps 1919. À Valence, pour une population alors de 28 000 habitants, 300 sont victimes de cette grippe, alors que les victimes des privations de la guerre sont estimées à 736. Mais il n'y a pas que dans les grandes villes. A priori, dans la vallée, ça fait plus de morts que la guerre, presque. Ça a été quand même quelque chose de considérable. Et c'était juste à la même période, juste à la fin de la guerre. Beaucoup plus près de nous, depuis une quinzaine d'années, une mouche venue d'Afrique du Nord, la cicadelle, fait des ravages dans les champs de lavande. Elle pond ses œufs au bas des tiges et les dessèche. Et même si les attaques sont un peu moins importantes depuis quelque temps, on n'a pas encore trouvé la parade. Oui, j'ai perdu 40% pendant 10 ans. Alors moi, je suis à une coopérative. Je suis à une coopérative parce qu'avant j'avais beaucoup de lavande, j'avais 12 hectares de lavande et je vendais à la coopérative. Je suis toujours à la coopérative. Et cette coopérative, elle avait 180 adhérents et elle est tombée à 20 adhérents.